Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Écho des rayons, on en parle à midi. Comme vous le savez, chaque mois, la bibliothèque explore une thématique. Et ce mois-ci, place aux écrans. Petit ou grand écran, séries, films marquants ou adaptations de romans, les histoires passent de la page à l'image. On part d'un livre qu'on a envie de partager, puis ensuite on déroule. Parce qu'une histoire ne reste jamais enfermée dans un format, elle voyage, elle se transforme, elle se regarde autant qu'elle se lit. Alors installez-vous confortablement et venez regarder la culture autrement avec nous. Sophie t'a amené BD, je vois. Ouais, toujours BD, fidèle au poste. Ouais. Un petit peu mon dada. Un Riyad Sattouf. Étonnant. Pour ceux qui ont écouté mon écho des rayons, vous comprendrez pourquoi Soukaina rigole. Parce que voilà, donc j'avais déjà parlé de Riyad Sattouf et de sa série L'Arabe du futur, évidemment, donc qui est la série qui m'a fait recommencer à lire de la BD adulte. Que j'ai beaucoup aimé, et donc bien depuis, dès qu'il sort des livres, je me jette dessus parce que voilà, j'adore, je suis fan, je l'avoue. C'est pas original du tout, mais c'est le cas, je suis fan de Riyad Sattouf. Et donc quand on a décidé ici de faire le cinéma, j'ai regardé un peu dans les BD, j'ai hésité avec Les Guerres de Lucas, mais finalement j'ai trouvé dans ma bibliothèque, parce qu'en fait il n'est pas encore disponible à la bibliothèque de Fleurus. Voilà, il le sera bientôt. J'ai trouvé donc Le Jeune Acteur, tome 1, Aventure de Vincent Lacoste au cinéma. Donc dessiné et scénarisé par Riyad Sattouf, d'après les histoires vraies de Vincent Lacoste. Donc en fait, si vous connaissez peut-être une série qui est assez connue de Riyad Sattouf qui s'appelle Les Cahiers d'Esther, donc je pense c'est de ses 10 à ses 18 ans qu'il a fait ça, il me semble qu'il y a 8 tomes. Eh bien, dans ces BD-là, Riyad Sattouf suit la jeune Esther, un nom modifié, on ne sait pas son vrai nom. Pendant 8 ans de sa vie, il est allé la voir à plusieurs reprises, il lui a demandé de raconter des anecdotes de sa vie, ça parle un peu de tout, de la politique à ce moment-là, des chanteurs qu'elle écoute, de ses copines, de ses amoureux, du lycée, du collège, voilà. Et une très chouette série. Et ici, il a un petit peu repris la même idée parce qu'il a été interviewé Vincent Lacoste, qui est donc l'acteur qui a joué dans le premier film de Riyad Sattouf et peut-être le seul film, Les Beaux Gosses. Ok. Qui est sorti, il me semble, en 2005. Donc, c'est un film réalisé par Riyad Sattouf sur une bande de collégiens, garçons, les beaux gosses. Alors, le titre est un peu ironique, étant donné la tête des acteurs. Vous pouvez... Voilà. Si vous regardez la bande-annonce, vous comprendrez. C'est un petit peu les losers du collège, les geeks, tout ça, qui ont un peu du mal à passer à la transition à l'âge adolescent, qui sont un petit peu coincés entre l'enfance et l'adolescence, qui est un film intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà. Et donc, en fait, il a été interviewé, Vincent Lacoste, en lui demandant un petit peu tout le avant de tourner ce film, un peu sa vie. Et on voit donc dans ce livre-là, dans ce premier tome, on voit quand il passe le casting, par exemple. Donc c'est Vincent Lacoste qui explique à Riyad Sattouf. Et quand il passe le casting, et on voit le début du tournage. Et alors, normalement, il devrait y avoir une suite, puisqu'il est bien mis tome 1. Maintenant, le livre est sorti en 2021. On est en 2026, il n'y a pas encore de deuxième tome annoncé, donc à voir si peut-être que le premier tome n'a pas assez fonctionné pour qu'il y ait un deuxième, ou on sait que Riyad Sattouf prend son temps, et il avait l'Arabe du futur surtout à terminer entre-temps, donc voilà, à mon avis, c'est un petit peu passé au second plan. Mais voilà, on y retrouve le dessin caractéristique de Riyad Sattouf, sa manière de raconter la vie des autres, que je trouve déjà dans les Cahiers d'Esther est très chouette. On retrouve vraiment ce côté anecdote, ce côté où on ressent vraiment la personnalité de la personne qui raconte, donc ici de Vincent Lacoste. Et voilà, c'est super intéressant, surtout si vous avez vu le film. Maintenant, même sans avoir vu le film, c'est sympa, ça parle de cinéma, ça parle de réalisation, ça parle de BD, ça parle de l'adolescence, voilà. Donc c'était une chouette BD. J'ai hâte de lire la suite. Oui, les Cahiers d'Esther, on est bien d'accord qu'on les a à la bibliothèque. Les Cahiers d'Esther, on les a, tout à fait. Ouais. Tout à fait.
Ok, top. Et vous voyez, les beaux gosses au cinéma, il est assez drôle, surtout qu'ils sont vraiment moches, quoi. Vraiment, ils sont laids. Et c'est un des premiers films de Vincent Lacoste, il me semble, quand il avait 15 ans. Et vraiment, c'était la période de la puberté, assez drôle, vraiment très chouette. C'est son premier film. Ouais. Et il fait un peu partie de ces acteurs qu'on dit à gueule, quoi, qui ont une tête spécifique. Oui, c'est ça, qu'on retient bien. C'est ça. Donc c'est très marrant qu'il l'ait choisi. Enfin voilà, Riyad explique dans cette BD, et vraiment ça a été un petit peu un coup de foudre professionnel. Okay. Dès qu'il a vu Vincent Lacoste, il s'est dit lui, c'est mon loser, c'est lui. Ça m'étonne pas parce qu'il a vraiment une tête à claque en étant plus jeune, Vincent Lacoste. Et pour information, il est disponible sur Netflix. Bon, ça c'est cool, ouais. Donc je pense que je suis la seule à pas l'avoir vu, donc je vais faire du rattrapage quand j'aurai Netflix. Ouais. Après, voilà, ça n'a pas été un gros coup de cœur, quoi. Voilà. C'est un film très particulier. En plus, il est vieux quand même, donc 2009. Ouais. Désolé, Riyad. Mais il a peut-être mal vieilli. Moi, ça me donne envie de regarder le film avant de lire la BD, parce que la BD, j'ai très très envie de la découvrir. Et donc du coup, ouais. Le temps qu'on l'achète et qu'on l'ajoute au rayon. Il y a quelques semaines pour le prêter. Si, bien sûr. Ok, trop bien. Bah, du coup, Nancy, on t'entend. C'est quoi ton livre à toi? Donc moi, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Tyler Jenkins Reid. Donc, que j'ai découvert, c'est une autrice que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Mais j'ai bien l'intention de tout lire d'elle parce qu'à chaque fois j'ai eu un gros coup de cœur et notamment pour celui-là. Donc en fait Evelyn Hugo c'est une actrice qui a commencé dans les années 20. En fait elle a fait la transition entre le muet et le parlant. Ok. Et elle va, à la fin de sa vie, au fait, elle décide d'accorder une interview à une jeune journaliste qui sort un peu de nulle part, on va dire, qui s'appelle Monique Grant, et qu'elle va vraiment spécifiquement demander pour être celle qui va l'interviewer. Donc il y a ce côté-là, tiens, pourquoi est-ce qu'elle va demander à Monique Grant spécialement ? Et elle va lui raconter vraiment toute sa vie. Et donc, en effet, Evelyn Hugo a eu 7 maris. Et chaque mari correspond un peu à une période de sa vie au cinéma. Et donc, les premiers m'ont beaucoup fait penser à Marilyn Monroe, au fait. Comme chaque mari a pu influencer d'une manière ou d'une autre sa carrière. Et donc, un de ses derniers maris, c'était son producteur. Donc, là, vraiment, c'est celui qui l'a aidé. Et donc, un peu aussi comme Marilyn et comme beaucoup d'actrices à cette époque, elle a d'abord été castée pour son physique. Et puis, classique, voilà. Et puis, elle a développé un peu ce côté. Je voudrais montrer à quel point je suis une actrice avant d'être un physique. Et donc, il y a tout ce côté. On va vraiment voir à quel point Hollywood va enfermer ses actrices dans des rôles, Et le côté aussi il faut rester mince, il faut rester jeune, il faut... Ouais. Donc, et puis, en parallèle, au fait, on va suivre la vie de Monique Grant, qui va essayer de comprendre pourquoi c'est elle qui doit interviewer Evelyn Hugo. Ok. Et donc, on va vraiment alterner les points de vue entre présent, passé, entre Evelyn Hugo, Monique Grant, et c'est hyper intéressant. Moi, j'ai pas réussi à le lâcher, je voulais vraiment savoir c'était quoi, pourquoi elle. Et puis moi qui adore le cinéma, c'est hyper intéressant de voir. Elle nous emmène dans les cérémonies des Oscars, sur les tournages, etc. Donc voilà, c'est vraiment un chouette bouquin, c'est super bien écrit. Et il y a des petites thématiques, je ne vais pas en parler parce que sinon je vais vraiment spoiler le livre, mais il y a vraiment plusieurs thématiques qui sont abordées, qui sont très bien abordées. Ok, trop bien. Depuis le temps que j'entends parler de ce livre, en tout cas, comme d'habitude, tu me donnes envie de le lire. Alors, pour info, je l'avais en numérique, enfin, je l'ai toujours en numérique d'ailleurs, mais je l'ai écouté. Et l'audio est vraiment très très bon. Donc voilà, si tu veux... C'est noté. C'est vrai qu'il y a un débat avec les livres audio où la voix ça va pas, etc. J'ai un petit souvenir comme ça. Ouais, c'est super important le lecteur quand on écoute un livre. Ouais. Pour moi...
Oui, non. sauf pour Amélie qui sauf écoute pour en moi. x2. J'écoute en x2, j'écoute en mode robot, j'écoute... Ah ouais. Ouais, je peux vraiment tout écouter tant que ça s'écoute. Mais alors Voilà. que Nancy et moi, si le lecteur ou la lectrice n'est pas bonne comédienne ou a une voix qui ne nous revient pas, moi en tout cas, impossible de finir le livre audio si je Ouais. n'aime pas le comédien, c'est pas de doublage, mais la lectrice ou le lecteur. Ouais, et moi, s'ils mettent aussi trop d'expressions, j'ai un peu de mal aussi. Ça dépend. Il faut que ça reste un peu passif, Ouais, neutre, pour comme pouvoir rentrer dans l'histoire. ça. Ok. Très chère moi Amélie, à Ah, toi. à moi. Bon, on va parler un peu de romance. Hein. Ouais, Il faut. Moi, je vais parler de Attention spoiler de Olivia Dade. Donc en fait, là, on suit un acteur. En fait, c'est donc un héros, une héroïne, comme dans beaucoup de romances. Et on est dans un univers d'une série. Donc c'est une série un peu médiévale, un peu chevalier, etc. Et donc d'un côté, on a l'acteur, de l'autre côté, on a une fan de la série. Et en fait, ils se rejoignent dans le fait où ils écrivent tous les deux des fanfictions sur les personnages de la série. Sauf que elle écrit sa fanfiction, elle correspond en ligne avec d'autres personnes qui écrivent également. Juste les fanfictions, tu peux nous dire. Ouais, nous en rappeler fait, ce c'est que des récits, c'est des nouvelles histoires inspirées de thèmes ou de séries, de livres, de personnages. Enfin voilà, c'est vraiment... Donc c'est comme si j'avais envie de réécrire, imaginons l'histoire d'Harry Potter un peu à ma sauce. tout ce que tu veux. En m'inspirant de C'est ça, ça trucs peut de être base. des personnages fictifs, ça peut être des histoires, ça peut être des personnages réels, il Ok. y a de tout. Vraiment, si on s'intéresse un peu à la fanfiction, il y a de tout. Dans les plus connus, justement, en parlant d'Harry Potter, c'est les Dramion ou Draco Ah Malfoy oui, et et Hermione, Hermione. Ouais. voilà, sont C'est ça. amoureux. ouais. Ne pas en dire plus. Il y en a quelques-unes qui ont d'ailleurs été réécrites parce qu'évidemment on ne peut pas éditer la fanfic comme ça. Mais le dernier en date c'est Alchemist qui est à la base une fanfiction Dramion et qui a été réécrite Ok. et qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'est début d'année ou fin de l'année passée. Ouais, je dirais parce fin que de l'année passée. C'est possible de rééditer des fanfictions Ouais. comme les vrais livres de base. La plus connue étant Non. 50 nuances de Grey, qui est adaptée d'une fanfiction de Twilight. Et Ah ouais Twilight qui est déjà une fanfiction, je pense que c'était Harry Potter à la base. Ouais. Oui, oui. Ouais. Et là où je te dis où ça peut être fictif comme réel, After est une fanfiction de Harry Styles et des One Direction. Ah mais non, mais c'est un truc de fou comme monde là. Après, moi, j'avoue que quand je le lis, je ne vois jamais que c'est une fanfiction. Si on ne me le dit pas, je ne le vois pas. Mais de base, c'est écrit comme des fanfictions. Ouais. Et les fanfictions, on peut changer les noms. Enfin, les personnages, On je veux dire les change. noms, parce que si on reprend Twilight avec Harry Potter ou Nuances de Grey, Quand tu les lis à la base, c'est les noms des personnages de la série ou du film. Mais oui, après, évidemment, quand tu les édites, je pense que J.K. Rowling serait un petit peu tombée sur... la pauvre. Ouais. Donc, non, après, c'est pour ça qu'on dit ils les réécrivent, quoi. 50 nuances de Grey a été... ça n'a quasi plus rien à voir. Mais à la base, en fait, c'était vraiment... elle s'était amusée avec les personnages de... Oui, parce que ce que tu demandes, donc à la base, c'est écrit en ligne. Hein. Oui. Le site Oui. le plus connu, c'est Wattpad, Ok. sur lequel il y a tous les jours encore des fanfictions, de nombreuses fanfictions qui sont écrites par... Ça peut être écrite par moi, par... Ouais, peu importe. Ouais. Et donc voilà, certaines connaissent un succès, mais sur les millions de fanfictions écrites, Ok. c'est une minorité. Et donc à partir du moment où elles sont éditées, là on change les noms Ok, c'est un terreau fertile pour l'imagination et l'écriture. quoi. et pour Ouais, découvrir ok. des autrices et Mhm. des auteurs. Ok, ça va. C'est ça. Merci pour cette interview. Pas de souci. Et j'en reviens du coup à mon livre. Attention spoiler. Mhm. On répète. Non, donc en fait, t'as deux personnages qui écrivent en fait tous les deux. Donc que ce soit la femme qui est fan de la série et l'acteur en lui-même, tu apprends en fait qu'il a deux personnalités. Donc il a son côté acteur et à côté de ça, lui aussi écrit des fanfictions et réécrit en fait des choses sur la série. Ok. Sous un pseudonyme, parce que techniquement, il n'a pas le droit de le faire. Sous contrat, acteur, il ne peut pas changer ce qui est vraiment sorti dans la série, etc. Et donc, elle parle, elle est meilleure amie avec l'acteur sans le savoir. Et puis, il va y avoir, à côté de ça, tout un
un univers de cosplay où elle va mettre une photo, elle va être un peu connue, sa photo va faire des vues, où l'acteur, elle va être critiquée parce qu'elle est un peu ronde, donc on va traiter la grossophobie dans le roman. Et donc l'acteur, pour la défendre un petit peu, va en fait venir à répondre sur le commentaire, va l'inviter au resto, et puis il va y avoir un truc, sans qu'elle sache vraiment que c'est en fait son meilleur ami avec qui elle parle. Donc ça va être tout un triangle sans que ce soit un en vrai. Et non, franchement, j'ai vraiment aimé l'histoire. Après, le fait que ça parle grossophobie, c'est encore rare. Ça a été dans les premiers, je trouve, où vraiment on en parlait. Donc c'est vraiment important. Et c'est vraiment sympa. Franchement, c'est vraiment sympa. On voit vraiment le côté acteur où, en fait, il joue un jeu, mais même dans la vraie vie, il montre pas sa vraie personnalité parce que ça fait pas vendre. Ok, ouais. Il n'est jamais vraiment lui. C'est ça, quelqu'un qui écrit des fanfictions, ça fait moins vendre que le beau gosse qui va à la salle. Et voilà, donc on voit le double côté du personnage et c'est vraiment intéressant. Et du coup, c'est pour ados, pour adultes aussi? Non, pour adultes. Vraiment pour adultes. C'est des personnages adultes, donc moi j'estime que c'est pour adultes. Ok, après, d'accord. je l'ai... fin d'adolescence peut le lire. Concrètement, oui. moi je l'aurais lu en fin d'adolescence, mais de base c'est écrit pour adultes. Sinon, moi, il est dans ma pile à lire depuis un petit moment, et donc là, tu me donnes aussi envie de me plonger dedans. Ah, il est vraiment bien. Si je peux me permettre, de quelle troupe s'agit-il? Petite référence à notre exposition sur la romance qu'on a eue pendant tout le mois d'octobre / novembre à la bibliothèque. T'en as plusieurs. Le côté où elle est meilleure amie en ligne, donc t'as un Friends to Lover. C'est celle que j'avais repérée. Voilà. Après, est-ce qu'il y en a une vraiment pour le côté... Quiproquo. Oui, il y a du quiproquo, ça c'est sûr. Sinon, triangle amoureux, même si c'est pas un vrai triangle amoureux. C'est ça. Oui, c'est les deux. C'est un de mes tropes préférés d'ailleurs. Non, moi ça m'énerve. Oui, je sais. Et donc un trope, juste bien rappeler aussi ce que c'est, s'il vous plaît. C'est ce que j'allais te dire. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir notre magnifique exposition sur la romance, donc les filles me corrigeront parce que c'est elles qui ont écrit l'exposition. On va voir si j'ai bien étudié. C'est ça. C'est un schéma récurrent qui se trouve et qui structure la romance, en fait. Donc, ça peut être, comme ici, les personnages. Donc, friends to lover, amis à amants. Ça peut être enemies to lover. Donc, ça, c'est vraiment les plus connus. Oui, voilà. oui, le classique. Voilà. Et après, il y en a qui sont plus dans les actions. Donc, le quiproquo, ici. Donc, elle va penser que... Enfin, elle ne va pas savoir que c'est son meilleur ami. Donc, elle va se permettre de dire des choses qu'elle n'aurait pas dit si c'était lui. Donc, voilà. Tout ça, c'est vraiment des schémas récurrents qui reviennent... qu'on retrouve en tout cas dans chaque romance à ses propres tropes. Oui, c'est vrai ça qu'il y a des schémas classiques. Ce qui m'ennuie dans la romance, tu vois, où je me dis « Ah, c'est du déjà vu, zut !» C'est un peu le principe de la romance. Hein. Ça reste quelque chose qui est très stéréotypé. Ouais, confortable. C'est un genre qui est stéréotypé. On sait dans quoi on s'embarque. On sait, on sait qu'au début, ils s'entendent pas ou du moins, ils sont pas ensemble. Il va y avoir un truc et à la fin, ils seront ensemble. On s'embarque pas dans la romance en se disant « Oui, à la fin, il y en a un qui doit mourir. » C'est très rare. C'est pareil dans les films. Hein. Si tu regardes une comédie romantique, tu sais dès les premières minutes comment ça va se dérouler, comment ça va se passer. Et ça t'empêche pas d'avoir envie de le voir. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je trouve ça chouette aussi de pouvoir casser les codes, comme c'est aussi très chouette des fois de retrouver des codes classiques qu'on aime et où on connaît l'issue, voilà. Mais c'est vrai que tu es une spécialiste de la romance, Amé. J'en lis beaucoup. Est-ce que vous avez des films de séries? Quels sont vos films préférés, vos séries préférées? Voilà. Nancy, toi qui es spécialiste du cinéma. Ouais, moi j'ai une sacrée liste, en fait. Alors, celui qui m'a le plus étonnée, c'est Chantons sous la pluie.
je connais pas. Parce que quand je l'ai regardé, évidemment, comme tout le monde, je connaissais la partie où il chante sous la pluie avec son parapluie, etc. Et quand j'ai regardé le film, je me suis dit, mais purée, je savais pas du tout, ça parle du passage du cinéma muet au cinéma parlant. Et ça va vraiment parler avec évidemment le côté comédie musicale, mais... La La Land, ça n'a pas été un peu adapté de Singing Alors, Chantons sous la pluie. oui, en fait, La La Land reprend les schémas classiques des comédies musicales de l'époque. Donc oui, il y a des passages... mais en le mettant à l'heure actuelle, puisque quand elle passe ses castings, c'est des castings de maintenant, pas... Il a été énormément repris, même dans Mary Poppins. Il y a une partie qui reprend, qui s'inspire en tout cas dans Son sous la pluie. Donc voilà, c'est une référence classique des comédies musicales. C'est vrai que t'adores, toi, les comédies musicales. Oui. Je l'ai appris récemment, d'ailleurs. Je ne savais pas. Oui, moi, La La Land, tant qu'on en parle, fait partie de mes films préférés. À peu près... Je vais pas dire tous les films comédie musicale, mais Moulin Rouge reste mon premier, classique, réalisé par Baz Luhrmann, qui a fait Gatsby, peut-être si vous l'avez vu. Roméo plus Juliette aussi. Roméo plus Juliette, évidemment. Ça, voilà. Je connais, Ça, j'ai vu. Et dernièrement, Elvis. Je ne sais plus le titre exact c'est Elvis. Je n'ai pas encore vu, mais c'est Elvis. Oui. C'est vraiment très, très, très bon. Je sais, je veux le voir. Je me demande, il n'est pas encore au cinéma, Elvis, non? Non, en fait, il va tourner... Enfin, il a fait un documentaire. Ah. Donc, il a fait son film. Et vu qu'il s'est tellement renseigné sur Elvis, il a fait un documentaire qui va sortir au ciné. Ok. Donc, voilà. Trop bien. Mais donc, du coup, pour en revenir à I'm Singing in the Rain, tu disais? Je trouve super intéressant parce que c'est un des premiers films où Enfin, on sait tous qu'on est passé du muet au parlant, voilà. Mais on ne sait pas l'impact que ça a eu sur certains acteurs et surtout actrices qui, au fait, n'avaient pas la voix pour passer au parlant et qui donc ont eu vraiment leur carrière complètement arrêtée à cause de ça. Et c'est aussi dans Babylone aussi, on en parle. C'est ça que j'allais dire, exactement le film auquel je pense, Babylone, c'est très très clair, cette fracture entre le cinéma muet et le cinéma parlant. Et The Artist aussi. Moi je pense plus à The Artist. Moi je l'ai pas vu, The Artist. J'ai pas vu Babylone, donc... non, The Artist, c'est vraiment très avec Jean Dujardin, c'est ça, en noir et blanc au début. Exactement. Ok. Voilà, j'en ai plein, moi mais aussi. Vas-y, enchaîne. Alors, un de mes réalisateurs préférés, c'est Tim Burton, et il a fait Ed Wood, qui vraiment va nous parler de ce réalisateur un peu maudit qui voulait faire des films, mais qui au fait a surtout fait des trucs avec des bouts de ficelle, des attaques extraterrestres où les soucoupes volantes sont des assiettes pendues à des fils et où on voit que ce sont des assiettes pendues à des films. Donc du coup, moi, après avoir regardé Ed Wood, j'ai voulu voir un de ses films. Non, c'est pas regardable, vraiment. Ah oui, à ce point-là. Mais par contre, il a été sortir Boris Karloff, je pense, Boris Karloff, celui qui avait fait Frankenstein. Et qui était un petit peu à la retraite, et donc il a essayé de le remettre en avant. Et ça n'a pas fonctionné, mais du coup le film est hyper intéressant parce que ça parle des films de série B. Le pauvre Ed Wood, lui, était persuadé d'être un réalisateur, meilleur réalisateur au monde, et puis son équipe le suivait dans ses délires. Et au final, il est connu d'ailleurs pour ça, pour être un des pires réalisateurs de l'époque. Et c'est vraiment super intéressant de voir. Le film de Burton est vraiment très chouette, et de mémoire en noir et blanc. Dans le genre, moi, je sais pas si vous êtes dans mon équipe ou pas, mais ce que j'adore regarder, c'est les documentaires sur la création des films, vraiment les behind the scenes. Les meilleurs étant ceux du Seigneur des Anneaux. Il y en a de Seigneur des Anneaux. Mais j'adore quand on les voit avec le fond vert derrière et faire
toutes sortes de cascades où t'es là, mais c'est ridicule. Alors il faut voir Harry Potter voler sur son balai sur un fond vert, c'est magnifique. Voilà, moi j'aime beaucoup regarder comment ça fonctionne, etc. Ouais, c'est pas mal, j'avoue. Moi j'ai plus les documentaires de, par exemple, d'Orelsan avec Hiro. Ça c'est pas mal pour comprendre aussi, je trouve, l'univers d'un artiste, que ce soit musique ou cinéma, de voir un peu quelle est sa démarche artistique, comment est-ce qu'il crée, etc. C'est quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup. Si, imaginons, je n'ai rien vu, je ne m'y connais pas du tout en cinéma. Pour en apprendre un peu plus sur vous, et si on devait passer un petit moment cinoche ensemble, qu'est-ce que je devrais absolument voir, selon vous? Le Seigneur des Anneaux version longue, déjà. Oh my god! Mais pourquoi la version longue? Quelle idée! Non, parce que la version longue, elle est elle est pas juste là pour faire joli. C'est vraiment ça apporte vraiment beaucoup à l'histoire. Ça dure des heures. On est quand même à 4 heures pour certains. Ah ouais, 4 heures, 4 heures et demie, ouais. Est-ce que tu as lu Les Seigneurs des Anneaux? J'ai tenté. Pareil. Tenté. C'est-à-dire que la fin du film m'a un petit peu laissé sur ma faim, c'est le cas de le dire, et donc j'ai voulu savoir exactement quelle était la fin de Tolkien. Donc du coup, je me suis dit, je vais commencer par le début. C'était pas possible, donc j'ai lu les derniers chapitres du Seigneur des Anneaux parce que je voulais savoir comment ça se terminait pour certains des personnages qui n'étaient qu'évoqués dans le film, mais non, j'ai pas réussi à lire le bouquin. Ça fait partie de ces livres que j'essaye régulièrement de lire, mais je n'arrive pas. Ma maman est très fan, elle les a tous lus, le Silmarillion. Oui, c'est ça, Silmarillion. Tout ça, mais je trouve que c'est, je vais pas dire illisible parce que c'est un très grand auteur, mais il est tellement passionné, il va tellement dans le détail qu'il faut vraiment s'accrocher, et pour l'instant, j'ai pas encore réussi à le faire. Mais c'est un linguiste, hein, on le ressent dans son écriture que c'est un linguiste. Ah, il a pas inventé des langues aussi, un Si, peu si, comme tout à fait. Game of Thrones La et langue tout. elfique. La langue l'elfique. elfique. Il a inventé un alphabet. Wow. Mais il n'y a pas que ça, hein, je pense que les Ents aussi ont leur propre langage. Ouais, c'est possible. C'est les arbres, ça. Les arbres qui parlent, oui. Ouais. ça me parle. Ok, bon, Seigneur des Anneaux pour Nancy. Amélie, c'est quoi, toi? Moi, c'est compliqué. Je vais te dire, c'est compliqué. Parce que de base, si tu veux me connaître, oui, ce serait de la romance. Et encore, ce serait des trucs à l'eau de rose, mais pour ados. Vraiment un niveau Disney Channel, tu vois. Vampire Diaries. Oui, niveau série, ça c'est sûr. Maintenant, si tu veux vraiment mon film préféré, ça n'a rien à voir. Vas-y, raconte. Rien à voir. Mon film préféré, c'est La Ligne Verte. Attends, j'en ai déjà entendu parler. C'est avec la guerre, il me semble. Il y a un truc avec la guerre. Non, en fait, t'es dans la dernière ligne avant des condamnés, dans une prison. Ah ouais. Et c'est avec cette petite souris qui vient arriver et le grand gaillard qui est John Café et qui va être condamné alors que pour une histoire, on ne sait pas est-ce qu'il l'a fait, est-ce qu'il l'a pas fait. Et donc ça n'a rien à voir avec la romance, vraiment, il n'y a pas une pette de romance dans le bouquin. Dans le bouquin et dans le... Je dis le bouquin parce qu'il y a un livre aussi, Okay. mais il n'y a vraiment aucune romance dedans. Mais par contre, je suis tombée amoureuse de ce film. J'ai adoré Monsieur Jingle. À chaque fois qu'il y a un petit animal, j'aime le film. Ah, mais c'est une vraie souris? Oui, c'est une vraie souris. Oui. Ah ouais? Jingle. C'est pas genre un petit truc, en mode une petite souris, un mec non, tout ridicule. C'est une petite vraie souris qui vient simplement voyager dans la ligne, quoi. Et à un moment donné, il y en a un qui veut l'écraser, et puis il y a John Café, il la prend. Déjà, bref, j'adore ce film. Déjà au podcast J'adore ce précédent, on parlait de Ratatouille. Ah oui, j'ai entendu, t'as vu ça? Mais moi, dès qu'il y a des petits animaux comme ça, voilà. Mais du coup, rien à voir avec la romance. Et si tu les vois en vrai, tu les aimes bien aussi? Les souris, ouais. Ah, ça va. Les souris, j'ai aucun problème avec. J'essayerai de les remettre dehors pour pas que... Non, j'ai aucun problème avec les souris. Vraiment. Bon, j'ai des problèmes avec d'autres petits animaux, mais pas les souris. Oui. Voilà. Soukaina, si tu veux voir la ligne verte, prépare des mouchoirs. Oui. Oui. C'est un... Ah, moi, ça me fait mal, ça. Oui, Ça, c'est... mais il j'ai faut du mal. le voir, hein. Vraiment, c'est... Ouais, c'est incroyable.
Ouais. Ok. En parlant de films qui font pleurer, je peux enchaîner. Un de mes films préférés, donc je vous ai déjà parlé de toute la filmographie de Baz Luhrmann, en particulier Moulin Rouge. Sinon, on a également Le Cercle des poètes disparus. Oh oui, Voilà. je l'ai jamais fini celui-là. Mais c'est parce que ça me fait trop mal au cœur. Il y en a, j'ai trop mal au cœur, je peux pas. Si beau. Vraiment magnifique. Pour l'anecdote, le premier film qui m'a fait pleurer quand j'étais enfant. Donc, Ok. Voilà. Le deuxième étant La Ligne verte. Donc, On est sur... tout est tracé. Et dans le genre, mais pas dans le genre, Les choristes. Ça fait partie. Bon, vous avez compris, quand il y a de la musique, tu des kiffes. enfants. Vous allez rire, je ça. l'ai jamais vu. Je connais les chansons, il n'y a pas de souci, mais je ne l'ai jamais vu. C'est génial. Et le petit Jean-Baptiste Meunier, Ouais. Ah oui, incroyable. Mais ouais, il faut que tu... je suis pas une grande fan du cinéma français, mais celui-là, vraiment, si t'as l'occasion... Oui, en fait, je pense qu'il y a des films, c'est lié à l'enfance, et donc voilà, mais une fois qu'on les regarde plus âgés, si on ne les a pas vus quand on était jeune, bien sûr, et peut-être que si on regardait aujourd'hui La Ligne verte ou Le Cercle des poètes disparus, peut-être, mais je ne pense pas. Non, je les ai déjà revus plusieurs fois, non. Et par contre, moi, en parlant de films d'enfance que j'ose pas revoir, il y en a deux. Ah ouais. C'est Les Goonies et L'Histoire sans fin. Ah ouais. Parce que j'ai vraiment hyper peur que ça ait mal vieilli, du coup. L'Histoire sans fin. C'est le labyrinthe de Pan, quoi. Le labyrinthe de ouais. Pan. En plus, Oh non. il me faisait peur Bah, à fond. Genre, tu te dis, oh tiens, trop bien, un truc fantastique, un peu comme Narnia, avec des trucs et tout. Non, tu parles, ouais. Non, ça, il m'a foutu les jetons à l'époque. Et pour ça, il faut voir juste Le Labyrinthe avec David Bowie. C'est beaucoup moins effrayant. Ah, Et s'il y a niveau David musique, Bowie, ça me va. voilà. Niveau musique est très bien. Et c'est Jim Henson qui a fait les marionnettes. Et Jim Henson, à ce niveau-là, en film que je regardais quand j'étais gamine et qui a vraiment très très bien vieilli et que je conseille toujours, c'est Dark Crystal. Si on aime la fantasy, Ah oui, ce il est film, génial. il est... Voilà, quoi. Par contre, l'image, il y a un grain vieillot quand même. Hein. Oui, c'est normal. Voilà, parce que c'est pas les effets spéciaux actuels. Mais c'est vrai que c'est pas mal, Dark Crystal. Pas mal. La planète sauvage aussi. Je sais pas si ça vous dit. C'est des énormes extraterrestres et des tout petits humains. Et en fait, c'est très muet. On entend très peu de... C'est que de la musique un peu et encore. Et en fait, les petits humains sont élevés par les grands extraterrestres bleus. Mais vraiment, c'est vraiment des animaux, enfin, on pourrait lier ça au lien qu'on a avec les animaux à l'heure actuelle, de l'élevage, etc. Et donc c'est assez drôle de voir à quel point les humains sont malmenés par ces extraterrestres géants. Vraiment, et il est vieux ce film, hein. Je crois qu'il doit bien avoir 70 piges, un truc comme ça. Ouais. Ça vous dit rien ? Pas du tout. Ok. Non, moi, film d'extraterrestres, je pense aux gendarmes. Oui, bien sûr. Et l'extraterrestre, c'est ça qui me vient, voilà. Donc, avec la Louis de Funès. La soupe aux choux. Et la soupe aux choux, La mais que soupe je aux n'ai choux, jamais ouais. vue. Mais oui, non. Mes frères et sœurs rigoleront s'ils écoutent cet épisode. On avait tous les DVD et on les regardait en boucle. Ah ouais. Tout à fait. Mais pour repartir quand tu as dit le titre, je pensais que tu parlais du robot sauvage. Ah non, il est pas mal, oui. Très, très The bon Wild film Robot. aussi, hein. Ouais, il est cool. Film d'animation vraiment très chouette. Oui, à fond. Ça pourrait être pas mal pour le petit. C'est vraiment adorable. Moi, je me retrouve des fois devant des films à pleurer, mais pour rien, quoi. Vraiment. Et on est dans le canapé avec Jérôme, et il fait « Alors, émotion ?» Je suis là « Non, pas du tout !» Et des fois, je le regarde du coin de l'œil et il est là en train de pleurer. C'est assez comique, mais ouais. Voilà. Même si pour moi, c'est vraiment un remake de Wall-E. Ouais. Qui Non. aborde aussi d'autres thématiques, mais je n'ai vu que Eve et Wall-E pendant le film, que j'ai bien aimé par ailleurs. Ouais, au niveau du robot, Ouais. du design du robot, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a pas mal. Il y a pas mal. En parlant de De Funès, etc., moi, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est les films des Splendides. Ils sont trop drôles. Ça, mine de rien, quand je les re-regarde encore à nouveau, je me dis, ok, c'est des choses qu'on pourrait plus faire à notre époque. Mais par contre, je trouve qu'ils ont pas mal vieilli. Il y a plein de films qui, à l'heure actuelle,
ne valent rien au niveau... Au niveau sexisme, ils sont au plus bas, quoi, au niveau misogynie, que là, je trouve on reste quand même dans des codes intemporels où la société n'a pas vraiment évolué. Et d'ailleurs, je me demandais si vous connaissiez le test de Bechdel, si ça vous disait quelque chose. Et ça, je trouve ça pas mal. Le test de Bechdel, c'est grosso modo un test qui permet de savoir à quel point l'œuvre, parce que ça peut être aussi dans les livres, est sexiste ou non, misogyne, et c'est souvent en rapport avec les femmes. Donc, comment savoir ça ? Donc, est-ce qu'il y a un personnage féminin dont on connaît le nom, le prénom et un minimum de background, quoi, qui est un petit peu étoffé. Ensuite, est-ce qu'il y a deux femmes qui se croisent et qui discutent ensemble ? Est-ce qu'il y a une relation entre femmes ? Et surtout, est-ce que ce n'est pas lié qu'aux hommes ? Ou ces deux femmes, quand elles vont discuter, c'est pas « Oh tiens, on parle de nos relations amoureuses, etc. » Est-ce qu'elles existent en dehors de l'homme, quoi ? Et il y a beaucoup de films, mine de rien, surtout des années 2000, 2010, 2010, allez, 12, 15, où on est... ça rate le test de Bechdel, quoi. Voilà. Sophie, est-ce que tu savais que ça vient d'une dessinatrice BD ? Ouais. Oui, grâce à Pénélope Bagieux, Pareil. qui en parle dans Les Culottés. Donc, oui, je le savais. Ben voilà. Non, c'est bien, je trouve, ce genre de petit test. Ça permet au moins de voir comment la société évolue. Et surtout, du coup, pour en revenir au livre et au film, ça montre que... il y en a qui vieillissent vraiment très très mal, quoi, et d'où on est parti, et comment on part, et on pourrait peut-être réécrire de nouvelles histoires en lien avec des vrais personnages, quoi. Parce que hier, je regardais un film avec Jérôme qui s'appelle 99 francs, avec Jean Dujardin sur la publicité. C'est pas mal sur la pub. Donc le mec, c'est le stéréotype du gars arrogant parisien qu'on déteste, qui méprise tout le monde, qui travaille dans une pub, qui prend plein de drogue et qui vraiment crache sur absolument tout le monde. Et en fait, j'ai compté, clairement, on a arrêté au bout d'1 heure. Le film durait 1h45. Il n'y avait aucun rôle féminin intéressant. Je me suis ennuyée à mourir pendant le film. C'était vraiment atroce. Et le seul personnage, c'était Sophie qui tombe enceinte au bout de 5 minutes. On ne sait pas vraiment d'où elle vient. Enfin, elle est juste belle. Elle est là. Elle sert de support à l'histoire du gars, quoi. Inintéressant au possible. J'étais là, ok, c'est bon. On arrête le film. C'est un peu, enfin, j'ai envie de dire, c'est pas logique, mais en fait, ça vient du roman de Frédéric Beigbeder. Et... c'est pour ça que voilà pourquoi. Mais c'est pour ça en plus qu'il apparaît dans le film, ce mec. Je l'aime pas. Moi, je l'ai vu à la sortie du film. Je me suis pris une claque, vraiment. Mais je sais qu'il est inregardable à l'heure actuelle. C'est juste que à l'époque, remis dans le contexte et en plus visuellement, enfin, ce film a quand même, il y a des choses hyper intéressantes, mais c'est c'est plus du tout regardable maintenant. Si vous voulez regarder, alors c'est pas dans la pub, c'est plus une agence de stars, mais je vous conseille la série 10%, dans laquelle les personnages féminins, y compris celle incarnée par Camille Cotin, la meilleure, incroyable, et voilà, tous les personnages sont géniaux, et voilà, dans le genre série française à regarder, je conseille plus. Totalement, ouais. Totalement, elle est très très bien celle-là. On veut plus de femmes sérieux, de femmes fortes en personnage. Plus de représentation générale, peu importe le genre, l'origine. Totalement. Ok, moi j'avais envie de vous parler d'un de mes réalisateurs français préf, qui s'appelle Clapiche, Cédric Clapiche. Je kiffe trop ses films. Et comme réalisatrice préférée, moi j'ai Colline Serrault. La Belle Verte, La Crise. Alors ça, niveau cinéma français aussi, c'est dommage, elle sort pas assez de films, et tant mieux d'ailleurs quelque part. Elle a sorti aussi un documentaire sur l'agriculture dans Le Monde. Alors,
Oui, oui. Tu m'étonnes que tu aimes bien. Voilà, mais c'est des sujets qui me parlent, l'écologie, l'environnement, et le lien avec les autres, le lien social, le lien humain. Et donc, Colline Serrault, elle est à fond dedans. La crise, c'est l'histoire d'un mec qui est joué par Vincent Lindon, qui se rend compte, en fait, que sa femme le quitte, quoi. Parce que vraiment, c'est un con. Juste, voilà, c'est tout, je me barre. Et donc là, il se retrouve comme ça, mais la crise, quoi, qu'est-ce que je fais, comment... Et du coup, c'est très, très drôle, parce que tu vois l'évolution de ce personnage à ce moment clé où il se rend compte que c'est un imbécile, quoi. Et c'est un peu le même principe, il y a un peu ce petit thème abordé dans La Belle Verte, où c'est une extraterrestre en humaine qui va sur la planète Terre, car sa maman vient de la planète Terre, et donc elle a envie de retracer, de connaître un peu cette population, et elle va se rendre compte que la planète Terre est hyper arriérée par rapport à eux. Et donc, elle va en fait les déconnecter grâce à ses pouvoirs d'extraterrestres. Et j'adore la manière dont ils sont déconnectés parce que c'est assez loufoque. Et donc, au départ, elle déconnecte que les personnes, encore une fois, jouées par exemple par Vincent Lindon, qui est aussi un imbécile, mais vraiment un connard, quoi. Et donc, elle va le déconnecter. Elle va totalement le déconnecter. Et tu vas voir aussi que ses valeurs vont évoluer et qu'il va devenir quelqu'un de bien, quoi. Et c'est vraiment chouette. Ça aborde beaucoup de thèmes encore actuels. Sachant que quand c'est sorti en 1997. Et en fait, ça a fait un flop total, La Belle Verte. Au début, non, c'est vraiment, ça va pas du tout. Et en fait, au final, c'est quand même un classique. Décidément, tu aimes les histoires d'extraterrestres. Ouais, voilà, c'est les deux vraies histoires que j'ai. Mais celle-là, vraiment, La Belle Verte, c'est vraiment pas mal du tout. Oui, moi, Colline Serrault, je la connaissais pour 3 hommes et un couffin, en Oui. restant dans le côté loufoque, C'est ça. totalement barré. Vous avez une idée des livres que vous allez lire pour Lisons ensemble ? Mais moi, je veux bien demander justement un petit conseil à Nancy, si elle en a. Alors, toi qui aimes Funkinos, il y a numéro 2, qui est donc l'histoire de celui qui a failli être Harry Potter, mais qui est arrivé numéro 2 au casting. J'avoue que je ne l'ai pas lu, mais il me tente vraiment bien, celui-là. Sinon, sur Marilyn, il y en a plein, dont notamment Poussière blonde de Tatiana de Rosner. Il y en a un de Joyce Carol Oates aussi qui s'appelle Blonde, qui a été adapté en série sur Netflix. J'aime beaucoup cette autrice. Pas lu non plus, mais voilà. Moi, de mon côté, je vais revenir à mes premiers amours, c'est-à-dire le policier. Et je vais lire Hollywoodland de Zoe Brisby, qui s'inspire d'une histoire vraie, qui est l'histoire de l'actrice qui s'est suicidée du haut du H de Hollywood. Oh, Trop bien. ouais, ça a l'air... j'ai envie de le lire. Merci. Je voulais ajouter, parce qu'on parle pas mal d'Harry Potter depuis déjà l'épisode précédent. Je voulais juste dire que voilà, on a tout été marqué par la série, je pense. Je parle en votre nom. Ouais. Mais c'est pas pour autant qu'on cautionne évidemment tout ce que J.K. Rowling transmet comme message depuis c'est sûr. Ces dernières années. Voilà. Donc non. Voilà, ça reste une série qui est très importante pour nous, mais pas du tout son autrice et on ne cautionne pas voilà. Ah non, ça c'est sûr. C'était juste pour tu fais bien placer le petit message parce qu'on tu fais bien. C'est comme ça, c'est dans notre notre génération, on parle d'Harry Potter mais voilà, ça reste au passé. Mais ici ce serait pour David Fonkinos et pas pour J.K. Rowling. Donc ça va, je sais tu m'énerves, tu lui donneras pas de sous, donc vas-y, lis Fonkinos, il y a pas de souci. Merci. Le mois prochain, le thème de Lisons ensemble, Nancy, rappelle-moi, c'est quoi ? Ce sera Sophie qui sera à l'honneur parce que ce sera les bulles. Ah, les BD ! Tout à fait. Trop bien. Donc je parlerai de BD pour changer. Ouais. Nous, on parlera de BD pour changer. Oui, j'avoue. Faudrait que je fasse une nous, sélection on parle BD aussi. Et toi, tu parles roman. J'avoue. Je vais parler de romans qui parlent de BD. Voilà. Si t'en trouves un. Allez, bisous à vous, les filles. À la prochaine, du coup. À la prochaine. À la prochaine.